Bienvenue à tous à cette table ronde, la première d'une série que nous consacrons à l'après-Covid. Le monde du travail a été particulièrement touché. La soudaineté et l'ampleur de la crise ont poussé nombre d'entreprises à mettre en place de nouvelles organisations, à commencer par le télétravail. Encouragées depuis quelques temps maintenant, mises en place en urgence, ces nouvelles organisations s'inscrivent dans une tendance de fond. 2020 aura donc accueilli des changements drastiques et rapides en la matière. Comment les intégrer et les valoriser dans une vision long terme ? Après le coup d'arrêt porté à l'économie, les entreprises et les salariés doivent se préparer à revoir et à repenser leurs organisations, leurs méthodes et leurs relations. Pour ce faire, nous avons 5 intervenants du jour qui vont débattre sur ce sujet en 2 temps afin de garantir les mesures de distanciation. Stéphane Labartino, dirigeant fondateur de Comongo, première application SaaS d'analyse des ressentis. Assia Kedam, chef de projet Terra Nostra. Terra Nostra est la future boutique RH regroupant l'ensemble des solutions métiers du groupe Mare Nostrum. Marc Jandot, responsable de la transition du groupe Mutualia et coach en management. Thomas Artic-Vieille, dirigeant et cofondateur de WeAdvocacy, une plateforme de communication interne. Camille Varro, business developer chez Hardis Group, entreprise de services du numérique. Stéphane, chez Comongo, vous n'avez pas attendu la crise pour mettre en place une gouvernance plutôt atypique, l'holacratie. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, je pense qu'avant de parler de vraiment l'holacratie, qu'est-ce que c'est, moi je veux recontextualiser qui on est et qu'est-ce qui nous est à venir. Et dans la thématique de travailler autrement, nous on a été accélérés au village pendant 3 ans. Et le travailler autrement, pour nous, il a commencé là. Il a commencé à se nourrir en fait des expériences de chacun, des positions, des rôles de chacun, de manière des fois informelle, de manière plus structurée aussi. Et quand il était temps de partir du village, qu'on savait qu'on n'aurait plus cet écosystème-là, nous aussi, individuellement, aujourd'hui on est 6 dans l'entreprise, on s'est dit comment on conserve cette dynamique en fait, d'échange, de challenge. Et donc, c'est là où le modèle de gouvernance a commencé à être pensé, avec une dimension, quand on dit travailler autrement, je pense qu'il faut une vraie volonté du dirigeant d'y aller. Voilà. Travailler autrement, peut-être qu'aujourd'hui, c'est inventer des choses. On peut s'appuyer sur des méthodes, des nouvelles façons de faire, mais il faut y mettre les moyens. Et l'holacratie, c'est exactement ça, dans le sens où les salariés sont mis dans une condition où ils vont proposer des améliorations pour leur propre rôle dans l'entreprise. On a tous, dans notre rôle, des fonctions, des façons de faire, des process. Et ces process, on doit les suivre pour que ça fonctionne. Mais quand on les subit, ces process, par l'holacratie, par le modèle de gouvernance partagée, on permet à tout un chacun dans l'entreprise de proposer des améliorations de process, de vision de projet, qui leur concerne, qui concerne chaque individu dans leur propre rôle. Et en fait, c'est ça, ce modèle de gouvernance sur l'holacratie, c'est de dire que à aucun moment on se freine pour designer son propre rôle individuellement dans l'entreprise. Alors, c'est pas juste, excuse-moi du langage, mais c'est pas la fête du slip. Dans le sens où on sert un projet. Et en fait, l'holacratie, quand il y a une proposition d'un changement dans un rôle d'une personne, la proposition est faite par une personne. Et le process, qui est dû de la méthode, c'est que l'équipe concernée par le changement proposé va tout d'abord poser des questions au proposeur
le questionnement, au lieu de la réaction brute, feedback, qu'on pourrait dire oh, « j'aime pas », en fait, le questionnement permet, à celui qui questionne de réfléchir. C'est un acte de communication non violente, la question. Et ça permet au proposeur, lui aussi, de réfléchir. Et ce jeu de questionnement par les autres permet au proposeur de bonifier, parce qu'il réfléchit à sa proposition, de bonifier sa proposition jusqu'au moment où, oui, on peut avoir des réactions, une fois qu'un tour de toutes les questions sont épurées, de réactions des autres qui disent moi, ça me va, ça ne met pas en danger le projet. Par contre, si quelqu'un voit un risque de danger, de mettre à mal le projet, ça peut être exprimé et ça se traite également comme une objection, j'ai envie de dire, dans un argumentaire de vente presque. Voilà le fonctionnement de l'holacratie. Le bénéfice clé que moi j'y trouve, c'est qu'on est tout le temps en train d'évoluer. Marc, justement, le mode de gouvernance partagée, elle est aussi applicable dans les grands groupes. Vous, chez Mutualia, vous parlez, je crois, d'entreprises libérées. Oui, tout à fait. Donc, par rapport à ce que dit Stéphane, nous, la différence, c'est qu'on avait une équipe installée d'une centaine de personnes, sur notre région en tout cas. Et le but, c'était de transformer ces gens-là. Donc, c'est un petit peu différent. Et on est parti au début, on a regardé avec la direction ce que ça pouvait être une entreprise libérée. Et après, on est parti un peu plus là-dessus, sur ce modèle-là. Alors, sachant qu'entreprise libérée, c'est un petit peu un nom marketing. Après, derrière, il n'y a pas de modèle précis entreprise libérée. Chacun fait un peu à sa sauce. Et nous, on a créé un modèle qui s'appelle Aurore. Et Aurore, c'est mettre plus d'autonomie, plus de responsabilité chez chacun des collaborateurs. Le but de ça, c'est d'inverser la pyramide. On avait une pyramide très hiérarchique, avec beaucoup de niveaux de managers. Et là, justement, c'est d'inverser, de faire en sorte que les collaborateurs soient l'essence même et que les managers deviennent des leaders. Donc, c'est-à-dire qu'on a un changement de posture, à la fois pour les managers et à la fois pour les leaders, qui est important. Et voilà, c'est en cours, donc ça fait 2 ans qu'on fait ça, mais c'est pas fini, mais ça progresse. Voilà. Le but derrière, pourquoi on a fait ça, c'est on se rendait compte que les gens, ils étaient des fois un peu moins motivés et peut-être que les résultats, ils étaient un peu plus stables. Voilà. Alors aujourd'hui, on n'a pas forcément motivé tout le monde et les résultats sont pas astronomiques, mais ils sont toujours bons. Mais l'idée derrière, c'est aussi en termes d'emploi et de travail, de dire qu'est-ce qu'ils attendent les jeunes maintenant, parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes collaborateurs. Et comment on va faire pour les garder, les motiver et garder l'élan dans tout ça. Donc c'est là où on a mis ce modèle en marche et voilà, pour l'instant on est plutôt satisfait en termes d'implication et de responsabilité, d'autonomie des gens. Voilà un peu comment on est parti. Assia, ce nouveau mode de gouvernance justement plus horizontal trouve aussi un écho chez Mare Nostrum ? Alors nous, effectivement, ça trouve son écho. Si je dois rebondir un petit peu sur ce qu'ont dit Stéphane et Marc, c'est surtout au niveau de l'agilité. Et le fait de travailler autrement, aujourd'hui, ça a été aussi mis en avant par cette crise sanitaire et par le contexte de la Covid. Ça nous a vraiment mis en marche. Ça nous a vraiment forcé à se mettre en place différemment, à faire preuve d'agilité. Alors, pas forcément avec vraiment une méthode comme l'holacratie ou comme l'entreprise libérée. Néanmoins, en mettant en avant un projet qui est phare dans le groupe, qui est le projet Terra Nostra, et qui, lui, résonne comme déjà le lien entre les différentes solutions et donc marques du groupe, parce que c'est un groupe déjà de plus de 400 collaborateurs cotés en bourse, donc on est assez nombreux avec vraiment différentes marques, et c'était de réussir à créer le lien, à réussir à accompagner le changement, à s'adapter ensemble, à travailler ensemble et à trouver du sens également. Donc il faut faire preuve d'agilité, tu parlais de responsabilité, c'est à juste titre ce qui est important aujourd'hui. Donc c'est de réussir à mettre en place un écosystème, une nouvelle organisation en interne qui réussit à faire le lien
dans un groupe qui est déjà assez important, et en respectant bien entendu les nouveaux modes d'organisation du travail. Je pense qu'on en parlera bien entendu, parce que travailler autrement, ça mettra en avant beaucoup de choses, en l'occurrence le télétravail, la visio. Néanmoins, voilà, c'est ça, c'est créer du lien, c'est réussir à accompagner le changement en faisant preuve d'agilité et voilà. Ouais. Par rapport à ce que dit, je ne sais pas si tu as le même problème que nous, mais nous, on a une problématique, c'est on a 100 collaborateurs qui sont sur 50 départements. Donc la distance et l'éloignement, ça a été une problématique qui était vraiment importante. Donc c'est là où tout ce qui est communication et outils, ça fait partie du jeu. Donc je ne sais pas pour toi si c'était important ou pas. Exactement. Je pense là-dessus, on a tous dû faire preuve d'adaptabilité. On a dû se presser à mettre des outils en place. Donc des outils visio, de la suite Office, peu importe. Voilà, des choses pour pouvoir communiquer avec les différentes régions, parce que je pense que comme votre groupe, on est un peu éclaté sur toute la France. Et pour pouvoir continuer à garder le lien, surtout. Voilà, c'est toujours le fait de garder le lien, de coordonner, de faciliter les collaborateurs pour réussir à rentrer dans ce nouveau modèle de travailler autrement, tous ensemble. Alors là, on parle vraiment d'organisation et de gouvernance. Alors là, on parle d'interne, hein, bien entendu. C'est un projet qui rayonne en externe, mais beaucoup en interne, en tout cas pour Terra Nostra. Et c'est important pour les collaborateurs. Moi, je fais le lien avec ce que tu dis sur le rayonnement là, dans notre façon de faire entreprise libérée. La notion de vision, pour nous, elle était hyper importante. C'est-à-dire qu'on a co-construit la vision, c'est-à-dire de dire dans 5, 10 ans, comment on voit notre Mutualia, et comment on le voit. Et on l'a fait avec tous les collaborateurs et même les élus. Et ça, c'était un point aussi important pour nous, c'était de dire, avec une vision peut-être plus claire et co-construite, ça permettra peut-être aux gens aussi de savoir pourquoi ils sont là, pourquoi ils se lèvent le matin, et de donner un élan un peu différent, en tout cas. Si je peux rebondir sur cette vision, nous, on a traduit ça comme une raison d'être, en fait. La raison d'être de l'entreprise, et ça fait le lien avec le sens. Bien sûr, c'est ce dont je parlais, c'est le projet, en fait. Et on va tous pour porter le projet, tout ce qu'on fait tous les jours, c'est pour porter le projet. C'est notre raison d'être. Mais pour revenir au sens aussi, et c'est là où je trouve que permettre et libérer, parce que c'est ça en fait, l'entreprise libérée à mon sens, c'est libérer les collaborateurs, les mettre dans une situation où ils peuvent proposer des choses. Et c'est ça aussi, ramener le sens de la raison d'être sur le terrain à l'individu. Parce que le sens de l'individu dans son travail, c'est le fait qu'il se réalise d'abord. Et donc, s'il n'a plus le sens de pourquoi il fait ça, et parce qu'il aimerait changer des choses et qu'il n'a pas cette possibilité, c'est lui permettre de se réaliser pour donner du sens. Par contre, il doit porter cette responsabilité de proposition de changement, etc. Le truc, c'est qu'il soumet ses propositions à l'équipe. Donc, cette espèce de filet de sécurité pour construire son idée, il n'a pas le poids de la responsabilité. Moi, ça, c'est un des bénéfices que je vois, c'est qu'on les responsabilise, certes, parce qu'ils sont dans cette position de proposer des choses, mais l'équipe est là pour soutenir et l'aider et l'accompagner, encore une fois, à bonifier en fait ses idées et ses propositions. Ouais, sur ce que tu dis, Stéphane, nous, ce qui est important aussi, c'est la notion de liberté. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise la notion d'entreprise libérée, parce qu'au début les gens ils se disaient super, entreprise libérée, on fait ce qu'on veut comme on veut partout quoi. La fête du slip, en fait, c'est ce que je disais. La fête du slip, voilà exactement, avec nos masques d'ailleurs. Et justement c'est pas du tout ça on a passé beaucoup de temps à expliquer ça en disant c'est pas parce que vous avez plus de marge de manœuvre, plus d'autonomie et de responsabilité que vous pouvez faire tout ce que vous voulez quoi. Donc il a fallu quand même qu'on mette un cadre là, ce qu'on appelle un bac à sable des fois en entreprise libérée. Et dire voilà le bac à sable, voilà le cadre, et vous jouez dans le bac à sable comme vous voulez. Par contre, on ne sort pas du bac à sable, quoi. Donc il a fallu quand même mettre quelques règles plus larges, parce qu'avant les règles, des fois, elles sont trop serrées, et des fois le cadre, il est trop large. Et donc on a eu une problématique de gérer le cadre. Est-ce qu'on laisse pas assez d'autonomie ou trop d'autonomie ? Et ça, c'était un gros boulot sur la première année.
Et la deuxième, on a fait un petit peu différemment, etc. Parce que des fois, quand c'est trop large, les gens ils se sentent perdus. Voilà, et ça pose souci, quoi. Absolument. C'est très itératif. En fait, travailler autrement, on teste des choses, hein, et donc on apprend en faisant quelque part. Donc, moi, je fais souvent l'analogie. Tu me fais penser quand tu parles de bac à sable ou de règles. Avec tes enfants, c'est ça? Non, pas forcément. Non, j'allais pas faire l'analogie avec les enfants, mais j'allais faire l'analogie avec le sport. Vous parliez d'agilité et tu parlais du monde du web ou en tout cas du digital, où souvent on parle d'agilité. Enfin, on a souvent parlé d'agilité, alors que maintenant on utilise le terme encore plus souvent. Mais on l'utilise aussi beaucoup dans le monde du sport. Je sais que nous, dans le groupe, on est partenaire d'un grand club de rugby grenoblois que je citerai, qui est l'FCG quand même depuis de nombreuses années. Nous aussi, on est partenaires. Ah, vous aussi. Ah bon, voilà. Et ce qui est important, c'est surtout pour nos dirigeants, c'est cette capacité vraiment à gérer une organisation, en tout cas dans nos équipes, avec agilité et avec la méthode Scrum qu'on connaît au niveau du rugby, au niveau des mêlées. Et c'est vrai que quelque part, c'est ce que tu disais, c'est de mettre un cadre, des règles du jeu, mais de toujours fonctionner de manière collaborative. Et ça, je pense que dans le contexte dans lequel on se place aujourd'hui, où on est beaucoup moins sur notre lieu de travail, beaucoup plus en visio, on n'a jamais été aussi éloigné, c'est de continuer à garder du lien au maximum et de se coordonner et vraiment de faciliter les collaborateurs pour qu'ils continuent à trouver du sens, mine de rien. Il faut qu'on continue à rester positionné de cette manière, quoi, à garder cette place-là dans le jeu, dans le bac à sable. C'est vrai que dans ce que je disais là, enfin dans notre Aurore, là, qui est notre notion d'entreprise libérée, une des problématiques, c'était comment faire en sorte que le collectif soit plus utile que l'individu. C'est-à-dire qu'auparavant, chaque collaborateur va voir son chef, c'est lui qui décide, on a un problème à voir son chef, etc. Et c'est de dire, non, maintenant, tu n'es plus le chef, tu es plutôt leader. Et le groupe, quelle est, d'après vous, la meilleure décision, etc. Donc, faire jouer plus le collectif, ça prend du temps aussi et de l'énergie. Et ça ne sort pas comme ça sous le pied d'un cheval. C'est un vrai changement de posture pour le manager. C'est un changement de posture. En fait, quelque part, on lui enlève de son autorité. Et on le met dans une posture plus d'accompagnant, de coach. Et par contre, il peut se sentir, je dis bien il peut, moi j'ai pas vécu ça, mais il peut se sentir avec moins de pouvoir. Pour illustrer ce que tu dis, chez Mutualia, là, il y a quatre managers intermédiaires qui sont partis, parce qu'on leur a dit, vous allez plus gérer des projets en transverse plutôt que d'avoir une équipe hiérarchique et être le chef. Et en termes d'ego, voilà, ça peut être compliqué. Et ils ont décidé de partir, quoi. Donc, voilà. Et c'est là, ça fait écho à ce que je disais un peu en introduction. C'est une vraie volonté, en fait, de la direction, je pense, de mettre Et donc, on peut aussi parler des moyens. Parce qu'on parle de moyens, c'est-à-dire que ça demande de l'énergie, ça demande de se transformer, ça demande du budget, ça demande beaucoup de choses comme ça. Enfin, pour notre part, nous, on a mis tout notre budget formation de l'année 2020 pour se mettre là-dedans, plus un ticket supplémentaire, alors qu'on a une petite start-up, on fait des levées de fonds et on essaie de vivre pour avancer notre technologie, en fait. Mais donc ça, ça, je pense que c'est vraiment important. Il faut un sponsor dans l'entreprise. Il faut quelqu'un qui dise on y va là-dessus, parce que seuls les salariés ne voudront pas. Et donc, il faut aussi accepter le fait que le poste du dirigeant ou des managers va changer. Il faut réaliser ça. Et l'importance d'être accompagné. Je pense aussi l'accompagnement justement au changement des managers qui peuvent être en difficulté, même de la direction générale. Nous, encore une fois, c'est un budget formation qu'on a mis, donc on a été formés, donc accompagnés, et on continue d'ailleurs. Et est-ce que justement ces nouveaux modes de gouvernance
est-ce que c'est aussi crucial pour répondre aux attentes justement des nouvelles générations qui, elles, sont vraiment dans cette demande de quête de sens et qui, si elles ne la trouvent pas dans leurs entreprises, n'hésiteront pas à aller voir ailleurs. Est-ce que vous ressentez ça, vous, justement, cette différence entre les plus jeunes qui arrivent sur le marché et les autres? Alors, moi, si vous permettez, je vais commencer là-dessus, parce qu'en fait, ça remonte un peu loin dans mon histoire et mon parcours professionnel. C'est vrai que tu es plus jeune. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a quasiment 10 ans, je suis retourné à l'université et j'ai fait un travail de recherche sur la communication managériale. Et il y a 10 ans en arrière, j'étais directeur général dans une autre structure. J'étais salarié, mais directeur général. Et dans ce travail de recherche, c'est parce que je pense que je cherchais déjà un nouveau moyen de manager, en fait, de motiver, d'engager. Voilà. Et à l'issue de ce travail de recherche avec un labo, j'avais pas mis le doigt sur des méthodes, sur des solutions. Et quand j'ai créé Comongo, en 2015, en 2016, j'ai une stagiaire de M2. En 2017, elle commence une thèse. En 2018, elle devient associée. En 2019, on lève nos premiers fonds. Et je lui avais dit, Pauline, on va pas manager et on va pas monter cette entreprise selon les modèles existants. On va devoir trouver autre chose. Parce que même si nous, on a cette vision d'un projet juste fantastique, parce qu'on pense qu'on peut devenir un standard et créer quelque chose et avoir un impact sur le monde, pour moi, il n'y a pas d'homme providentiel et il n'y a pas de vision providentielle. Il y a juste s'attacher à ce que les gens, les individus, trouvent encore une fois du sens à ce qu'ils font tous les jours. Et je ne sais pas si c'est la clé pour garder tout le monde et garder les jeunes, mais en tout cas, le salaire et donc le travail, le salaire est probablement un des moyens les plus importants pour réaliser ses propres valeurs, quelque part. Mais ça n'est qu'un moyen, réellement. Y trouver du sens dans ce qu'on fait tous les jours, pour se lever tous les jours. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit le projet en lui-même. Je pense qu'il faut que les gens tous les jours se disent ok, je me construis, j'apprends. Je pense que les nouvelles générations ont cette envie-là, cette appétence. On parle de zapping. Je ne suis pas un grand pro, je n'ai pas fait de grandes études sur l'étude des nouvelles générations. Mais cette soif de connaissance, d'apprentissage, de découverte, je pense qu'un modèle de gouvernance partagée le permet. Parce que, encore une fois, on leur permet de tester des choses et de proposer des nouvelles choses. Alors, par rapport à ce que tu dis, là, pour moi, en tout cas, je relativise un petit peu. C'est-à-dire, il y a une partie motivation, on dit intrinsèque, c'est-à-dire qu'on a en soi extrinsèque qui vient de l'extérieur. Donc, nous, on essaye de mettre en place le plus de motivation en termes d'entreprise et de donner de la motivation aux gens par le sens, par les valeurs, par peut-être du salaire ou des primes, des bonus, etc. Mais il y a une motivation intrinsèque, c'est-à-dire chacun d'entre nous, on a quelque part un élan ou pas. Et des fois, là, c'est compliqué de changer. Alors, est-ce que les jeunes, maintenant, ils sont plus à même? J'ai l'impression qu'ils sont plus facilement... quand ça leur va pas, ils changent plus vite qu'auparavant. Donc, peut-être que ça zappe un petit peu. Alors, zappe, c'est pas très positif, mais ils changent plus rapidement. Et peut-être que moi, je trouve ça bien, à la limite, c'est de dire, si je me sens pas bien là où je suis, je vais ailleurs. Et... on encourage même nos salariés à dire si vraiment tu te sens pas bien, il faut que tu ailles ailleurs. C'est peut-être pas ta place, c'est peut-être pas ton métier, c'est peut-être pas ton rôle, ton environnement. Et je crois qu'il faut être plus s'adapter un peu à ça. Alors qu'avant, on était un peu rigide. À la fois individuellement, on avait peur de se dire je vais pas aller ailleurs, il y a du risque, etc. Et puis à la fois de dire si je suis aussi bien là, peut-être que je vais continuer comme ça à vivoter. Voilà. Et je trouve que maintenant, ça change un peu plus vite et je trouve ça bien.
Après, Toi, la spécialiste RH, ouais. C'est ça. Après, ce que effectivement, tu as bien résumé. Aujourd'hui, il y a une sorte de... Tu parlais de motivation pour les collaborateurs, mais il y a également un sujet, c'est qu'on est de plus en plus dans un monde qui va très vite. On a parlé d'agilité, mais il y a énormément d'innovation aussi aujourd'hui, donc ça bouge très vite, et c'est aussi pour peut-être cette jeune génération plus frustrant de ne pas avoir accès à d'autres techniques, que ce soit managériales, peu importe, mais des choses nouvelles. Donc c'est pour ça que c'est un peu comme le système de changer de téléphone ou de changer d'ordinateur ou de changer de voiture, enfin peu importe, mais ça donne aussi plus rapidement envie de passer à autre chose. Non pas parce que les personnes ne se sentent pas bien, mais aussi parce qu'ils ont besoin d'aller voir des nouvelles choses, de l'innovation dans une autre entreprise. Et parfois, c'est juste pour cette raison que ils ont envie de passer d'une entreprise à une autre. Et il faut aussi voir ça sous un angle positif. On a aussi aujourd'hui la formation qui aide quand même les collaborateurs à se former tout au long de la vie. C'est aussi parce que dans tout ça, c'est des compétences et c'est aussi comme ça. Alors, il y a l'humain au centre et ça permet également aux collaborateurs, aux salariés, de continuer à se former tout au long de sa vie, de continuer à penser compétences et à se dire, là, j'aimerais aller me réaliser avec telle et telle innovation ou telle et telle autre compétence. Et dans cette entreprise actuellement, je n'ai pas cette possibilité. Donc voilà, c'est aussi une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui est aujourd'hui au cœur des sujets dans les entreprises. On en parle depuis quelques années. Donc là, on y est. Le travailler autrement, c'est aussi prendre en considération ces compétences. Elles vont évoluer plus rapidement, elles vont devoir bouger plus rapidement. Et ça, c'est un gros travail, effectivement, pour les ressources humaines. Oui. Je rebondis là-dessus sur les compétences. Après Aurore, notre entreprise libérée, notre autre sujet, c'était comment on booste les compétences des gens. Et on voulait à la fois booster les compétences de chacun en partageant les bonnes pratiques entre les gens. Et comme on avait 100 personnes réparties sur 50 départements, c'était compliqué, quoi. Et donc, je suis allé faire un voyage d'études en Finlande, où ils sont très bons dans ce qui est partage de connaissances et management aussi. Et on a ramené un outil qui s'appelle Lego. Et Lego, c'est d'empiler des briques. Et on a fait un questionnaire, dans cet outil Internet, on a un questionnaire sur les compétences de chacun. Et en fonction des réponses, ça propose des services. Et donc, c'est-à-dire, moi, je peux proposer tel service sur la gestion du temps. Stéphane, il peut proposer tel service. Et les gens s'inscrivent sur ces services et chacun passe 1 heure avec un autre collaborateur à développer les compétences en interne. Alors, on peut aussi, évidemment, mettre des modules externes, quoi. Mais voilà, en tout cas, la notion de compétence, je te rejoins vraiment bien là-dessus. C'est comment faire en sorte qu'on puisse se dynamiser, se booster. Et chacun peut prendre les briques ou les services légaux qu'ils veulent pour se développer sur les sujets qu'ils préfèrent. Moi, juste pour réagir encore là-dessus, sur ce besoin d'apprentissage, en fait, d'acquisition de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Tel que nous, on l'a expérimenté dans notre modèle d'holacratie, donc d'entreprise libérée, on met l'acquisition de nouvelles compétences au centre, en fait. Parce que ça fait partie de ce que j'appelais tout à l'heure la réalisation de l'individu. Et donc, ce besoin d'apprendre, ce besoin d'acquérir de nouvelles compétences, de découvrir d'autres choses, encore une fois, on leur donne la possibilité de proposer. On leur donne la possibilité de dire, dans mon rôle, cette évolution-là me semble indispensable, et ils argumentent, ils proposent, et encore une fois, le groupe est là pour cadrer, le bac à sable, je ne connaissais pas le terme, mais cadrer, par le questionnement, pour être sûr que l'individu n'est pas à côté de la plaque, quelque part. C'est vraiment ça, et qu'on est au service de cette raison d'être et du projet. Après, on a eu cette expérience avec une personne qui est rentrée chez nous et qui était très séduite au départ par l'entreprise libérée, par le modèle holacratique. Mais en fait, ce n'était pas pour elle. Parce que quand on bouge plus, quand on ne propose plus, ça se voit. Et elle avait quelque part, je pense, plus l'envie d'apprendre. Et donc, de ne plus avoir cette envie d'apprendre constamment,
ça l'a rendue plus statique que les autres et elle s'est sentie tout de suite décalée. Et très naturellement, elle nous a dit, mais en fait, je m'en vais, c'est pas pour moi. Donc, je sais pas si... Enfin, en tout cas, c'est mon expérience là-dessus. Nous aussi, on a eu ça sur les personnes. Certaines personnes, le fait d'être entreprise un peu plus directive ou voire un peu participative, à chaque fois qu'on a un problème, on va voir son chef, c'est presque pratique, quoi, hein. C'est-à-dire que la responsabilité, la charge mentale, c'est le chef qui l'a, quoi. Et je fais ce que mon chef me dit. Et certaines personnes disent, bah, on dit maintenant, bah, c'est toi le responsable, autonomie, propose des choses. Je dis non, mais je demande, c'est mon chef. Il est payé plus cher pour me dire ce qu'il faut que je fasse. Moi, ça me va comme ça. J'ai pas envie de changer. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fois des changements de posture qui peuvent être compliqués pour certaines personnes. Et c'est pas forcément la faute des personnes, c'est parce que ça fait 20 ans qu'on les gère comme ça, ou qu'on les manage comme ça. Et de dire, bah, maintenant, on fait plus comme ça, c'est un peu une transformation importante, quoi, hein. D'où la nécessité d'accompagnement. D'où la nécessité de cette formation, même dans la méthode et dans la pratique. Parce qu'en fait, aussi, ça participe à l'acquisition de nouvelles compétences, hein. De penser autrement. Et ça, l'accompagnement est essentiel. Moi, j'ai eu quand j'ai dit à l'équipe, on va changer, on va mettre un nouveau mode de gouvernance et on va se former à l'holacratie. Alors, pour comprendre que dans l'entreprise, j'ai des profils de ma génération, 45, 50 ans, et j'ai des profils de 23 à 27 ans. Je me souviens de deux personnes, une plus de ma génération qui me dit oh là là, ça fait un peu beatnik ton truc là, c'est pas comme ça. Et donc elle a de l'expérience, hein, elle a vécu des choses. Et ça fait un peu hippie, quoi. C'est paraît bizarre. Et puis un jeune qui me dit ouais, ben moi j'attends de voir parce que oui, moi il faut qu'on me donne des instructions pour que je fasse. Et notre accompagnant à l'époque m'avait dit, tu sais, des fois ce sont les personnes qui sont les plus celles qui se questionnent le plus, celles qui doutent le plus de la méthode de ce changement, qui en fait vont prendre le pas à fond. Alors je pense que déjà toute l'entreprise a pris le pas. Vraiment tout le monde adore ce qu'on fait et la façon dont on le fait. Mais surtout ces deux-là. Et alors qu'ils venaient de perspectives très différentes. Encore une fois, ils ne se sentent pas dans une situation... ils n'attendent plus de propositions. Par contre, ils ont cette responsabilité de là, c'est... Ok, j'ai proposé quelque chose et tout est explicite dans l'holacratie. C'est-à-dire que tout le monde est au courant, en fait, qu'il y a un changement. Donc, il y a ce que j'appelais tout à l'heure ce filet de sécurité, qui est, bon, allez, on teste, on y va, quoi. Après, ce qui peut également prendre une place importante dans le changement, et c'est assez connu, hein, quand on sort de sa zone de confort, il y a une sorte de peur qui vient s'installer, et elle est légitime, donc il faut parfois juste laisser le temps à cette peur de s'estomper, et après ça se met en place. Il faut la comprendre, la peur. Et il faut l'écouter, la comprendre. Il faut la comprendre, il faut l'écouter, ça demande de l'écoute active, ça demande de la question, bien sûr, et donc de l'accompagnement. Ouais, autre chose, peut-être sur un autre sujet, on n'en a pas trop parlé, c'était pour nous aussi ce qu'on a fait, c'est mettre beaucoup de transparence dans ce qui se passait. Et ça rentrait un peu dans ce mode on donne visible un peu à tout le monde ce qui se passe. Et donc les résultats de tout le monde, ils sont visibles par tout le monde. Donc ça a un peu remué le système. Pourquoi ça remet ? Parce que certains, quand on est manager, même si quelqu'un a des résultats moins bons, on trouve peut-être des excuses ou on comprend l'explication. Là, quand on partage avec toute l'entreprise tous les résultats de tout le monde, on voit ce qui se passe, quoi. Et des fois, ce qu'on attendait, qui n'est pas forcément marché tout le temps, c'est de dire le groupe va réguler. Et de dire, soit il va d'ailleurs aider, hein, c'est pas forcément punir, mais il va aider et dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'y arrives pas, et peut-être donner des pistes. Et aussi, ça a permis à certains collaborateurs de se rendre compte aussi qu'ils n'étaient pas au niveau et qu'ils n'étaient peut-être pas à la bonne place, quoi. Donc cette notion de transparence, c'est quelque chose que nous, en tout cas, on a beaucoup utilisé, qu'on appelle glasnost, hein, donc en russe, ça veut dire transparence. Et on a ce système-là qui permet de donner l'information. Donc des fois, ça peut paraître un peu brutal de l'extérieur, mais de l'intérieur, voilà, c'était vraiment un moyen de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, les mêmes infos, et potentiellement de bouger différemment par le groupe.
Et c'est d'autant plus vrai en ces temps de crise, j'imagine, en ces temps incertains, justement, cette notion de transparence au sein des équipes. Moi, j'appelle ça être explicite, en fait. De rendre les choses explicites dans l'entreprise. Toutes les décisions sont connues de tout le monde et on sait pourquoi elles sont là. On est pleinement renseigné et personne ne s'interdit de poser une question ou des questions sur des choses qui sont mises en place. Ça fait écho à, oui, on voit qu'il y a peut-être une personne, un individu qui est en difficulté. La démarche du groupe, qui peut être le groupe dans son ensemble si la problématique et la difficulté est de l'ordre du fonctionnement général de l'entreprise, mais ça peut être de l'équipe, si on parle de l'équipe développement logiciel ou développement ou marketing. Mais en fait, l'équipe peut s'apercevoir de la difficulté et là aussi, par le questionnement, par l'accompagnement, on peut débloquer des choses et aider, encore une fois, la personne qui est plus en difficulté. Ce côté explicite est très important, en fait. Cette transparence est très importante parce que, encore une fois, ça rend lisible les failles qu'on peut avoir pour y trouver des solutions, quoi. Encore une fois, on apprend en faisant. Forcément, tout ce qu'on propose ne marche pas tout de suite, quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Margot. Tout à fait. Juste peut-être une dernière question. Est-ce que ce mode de gouvernance, justement, peut être appliqué... Là, on a beaucoup parlé des collaborateurs. Est-ce que ça peut être appliqué à d'autres publics ? Je pense à des actionnaires. Est-ce que ça peut être mis en application ? Alors là, tu parles d'actionnaires. Ouais. Nous, on a des élus, donc on est une mutuelle. Donc on a 40 élus qui sont en fait les patrons. Et le président de la mutuelle, c'est un élu, donc quelqu'un qui est adhérent à la mutuelle. Et on les a aussi informés et formés sur notre fonctionnement. Et on travaille plus aussi en mode comme ça avec eux, c'est-à-dire on leur demande plus leur avis, on les implique plus, on les forme plus. Donc on a aussi changé ça au niveau de l'état d'esprit. Après, c'est pas des actionnaires réellement, mais bon, voilà. Moi, c'est un peu la même chose avec des actionnaires, des investisseurs. Alors d'abord, on a fait 2 tours de table. On a levé 2 fois. À chaque tour, j'ai dit à tout le monde, et j'ai des investisseurs, les nouveaux investisseurs que je ne connaissais pas, comment ma vision en fait du management et de la gouvernance. D'abord, ça fait partie du côté explicite, de dire voilà comment on va fonctionner, voilà comment on va travailler. Bon, il se trouve que le produit que l'on développe est fondé sur un principe même qui est je pose des questions très ouvertes, je recueille des informations et quand j'ai compris les réponses, je sais quand même mieux piloter, en fait. Et donc oui, je rends les choses transparentes. Il n'est pas rare que dans les comités stratégiques, il y ait des personnes de mon équipe qui viennent et qui parlent de leur rôle parce qu'on a des milestones importantes, je ne sais pas, sur l'acquisition client, parce que c'est le sujet actuel. On présente. J'ai un comité technologique avec des actionnaires qui ont une tendance, un cursus technologique, où on fait des comités technologiques trimestriels avec les actionnaires, le CTO, les devs, de façon à, là aussi, vraiment mettre de la transparence à la fois sur nos acquis, sur ce qu'on arrive à accomplir, nos difficultés, et pareil, dans le fonctionnement, il y a cette discipline de dire on pose des questions d'abord pour essayer de comprendre les choses. Mais c'est dans notre ADN. Comongo a été créé sur l'idée que la question est plus importante que l'information. Si l'information, on la recueille et on ne sait pas ce qu'on va chercher, en fait. Et la question nous permet d'aller identifier clairement ce qu'on va aller chercher comme information. Donc, voilà, je pense que oui, chez nous, c'est à le doigt. On va cheminer encore.
à voir comment on peut encore plus les intégrer. Voilà, on parlait d'outils. L'holacratie, nous, on utilise avec des outils numériques un logiciel en ligne qui s'appelle Holaspirit et qui permet de répertorier tous les projets, suivre les avancées. C'est un peu similaire à un Trello, d'ailleurs. Le dev utilise le Trello aussi, qui est vraiment tellement connu, mais voilà. Ouais, en tout cas, c'est une volonté. Et je pense que ça stimule énormément, je ne sais pas sur toi, mais sur tes élus, mais ça stimule énormément les actionnaires, en fait. Ça les rend, ça les imprègne de ce qu'on vit. Et moi, j'utilise les actionnaires parce que, en fait, ils ont plus d'expérience que nous. Ils nous ont choisis, mais nous aussi, on les a choisis. Et donc, j'attends du feedback de leur part. J'attends des questions. J'attends du challenge pour, encore une fois, nous aider à nous construire. On trace un chemin et on développe une techno et on ouvre un marché qui... Il n'y a pas d'équivalent de ce qu'on fait, de la manière dont on le fait. Donc voilà. Ouais. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la transparence. Alors, la transparence, effectivement, mais je pense que ça passe surtout par... on parlait de communication. La communication, l'information, donc au sein d'une organisation, c'est primordial. Je ne vais pas faire de teasing pour la suite, mais on parlera de communication interne. Donc, ça a un rôle très, très, très important dans l'entreprise. On parlait d'outils, effectivement. Maintenant, on a la chance d'avoir des outils qui nous permettent de travailler de manière collaborative et en instantané. Donc, vraiment, on peut se dire que l'information, elle est instantanée. Donc, ça, c'est primordial et ça nous fait gagner du temps et ça rassure également les collaborateurs. Et ensuite, concernant cette transparence, bien entendu, elle est importante pour les collaborateurs. Elle l'est également pour les actionnaires et elle est primordiale. Nous, on a en place un club pour les actionnaires où on a des événements avec des rencontres, des temps d'échange, des moments justement pour faire le point et puis pour laisser la parole à ces personnes qui font bien entendu partie du collectif de la même manière. Merci à vous trois, en tout cas pour ces riches débats. Donc on vient de voir effectivement que l'organisation en tant que telle, elle pouvait être amenée à évoluer, à changer. Donc là, on va voir effectivement dans un second temps quels outils sont mis à disposition justement des entreprises pour justement faire face à ces nouveaux enjeux. Merci beaucoup encore. Merci. Merci. Alors, on vient de voir que la motivation et la responsabilité sont essentielles, aussi bien dans les nouveaux schémas qui se dessinent que dans le télétravail. Est-ce que la communication interne peut et doit jouer un rôle ? Alors, bonjour, c'est Thomas, je suis cofondateur de We Advocacy. Alors, We Advocacy, c'est une solution dédiée à la com interne pour aider les entreprises à mieux communiquer. Et oui, on s'est rendu compte avec le télétravail que tout simplement, beaucoup d'entreprises n'arrivaient pas à toucher tous leurs salariés. Tout simplement pour leur partager de l'info très basique, c'est quand est-ce que vous devez revenir dans l'entreprise. Il y avait énormément d'entreprises qui ont été démunies. Et tout le principe de nos solutions, c'est de déployer, de revenir à quelque chose de très simple, très basique, partager l'information essentielle de l'entreprise pour permettre aux salariés de la recevoir. Et donc, notre solution, elle se déploie en 1 ou 2 semaines. Il n'y a pas de formation collaborateur, il n'y a aucune appropriation. Et le collaborateur va recevoir l'information de l'entreprise. Et aujourd'hui, les entreprises qui utilisent notre solution, elles arrivent à toucher 90 à 95% de leurs collaborateurs. Et les collaborateurs, qu'ils soient connectés ou pas, en général, cliquent sur son contenu. Entre 30 et 50% d'entre eux cliquent sur l'information. Donc oui, pour nous, c'est essentiel dans cette période-là, de pouvoir simplement communiquer des messages importants, les consignes sanitaires ou autres. Et c'est tout l'objet de notre solution, de simplifier cette partie-là pour revenir à des choses importantes. C'est-à-dire, dans la première partie, on a vu qu'on peut engager les collaborateurs, on doit leur redonner du sens, etc. Nous, ce qu'on constate avec quand même énormément d'entreprises, c'est tout simplement déjà de leur parler et de leur dire quand est-ce que vous devez revenir travailler ou quelles sont les règles, les consignes sanitaires. Déjà, cette information, ils ont du mal à la partager et à la faire circuler auprès des collaborateurs. Et c'est l'objet de
toute notre solution. Camille, toutes les entreprises ne sont pas égales face au télétravail, à la communication, tout simplement de par leur structure. Vous l'avez constaté justement chez certains des clients du groupe Ardis ? Oui, bien sûr. Alors, le constat qu'on a fait chez Ardis, c'est celui du désengagement des collaborateurs. Et ce constat, il date pas forcément de la crise sanitaire, il date d'avant, on l'avait fait avant. Il y a des études qui montrent qu'en 2018, il y a 66% des collaborateurs qui se sentaient désengagés de leur entreprise et qui se sentaient déconnectés de leur entreprise. 86% d'entre eux se sentaient vraiment déconnectés et 56% n'avaient pas l'impression d'avoir une voix qui était importante au sein de leur entreprise. Donc ça, c'est des constats qui ont été faits en 2018. Vous imaginez aujourd'hui, avec la crise sanitaire, avec le télétravail, avec l'activité partielle, ce phénomène, il a forcément été amplifié. Donc il y a un vrai désengagement. Alors si on cherche à comprendre d'où vient ce désengagement et quelles en sont les causes, on fait deux analyses en fait. La première, c'est que 80% de la masse salariale exerce sa profession en mobilité. Donc, ils ne sont pas devant un poste ou devant un ordinateur. Ils sont dans des magasins, dans des agences, dans des entrepôts logistiques, dans des usines. Et ça concerne donc 80% de la masse salariale mondiale. Le risque, en fait, si on n'a pas de système d'information qui est adapté, et c'est le cas, le problème, c'est que nos systèmes d'information ne sont pas adaptés à la mobilité. Il y a très peu d'applications mobiles qui sont professionnelles. Et le risque d'avoir des systèmes d'information non adaptés, c'est qu'on se coupe de cette population. Donc, il y a une vraie fracture digitale, en fait, entre ces personnes qui sont déconnectées, qui n'ont pas d'identité numérique, et les personnes qui sont au siège, qui ont des licences Office et qui parlent tous les jours avec leur hiérarchie, avec leurs collègues. Donc cette fracture digitale, elle existait avant forcément la crise, mais elle est bien entendu amplifiée avec ce phénomène. Le deuxième constat et la deuxième analyse, c'est que, et ça Marco l'a très bien souligné tout à l'heure, il en a beaucoup parlé, c'est que 50% de la masse salariale en 2020 est constituée de millennials. Donc effectivement, Marco disait qu'il a beaucoup de jeunes dans son entreprise et qu'ils sont exigeants, ils vivent dans l'instantanéité. Et ce public-là, ces collaborateurs-là, ils ont l'habitude du digital. Ils sont digital natives, ils ont l'habitude de partager sur les réseaux sociaux et ils vivent vraiment dans l'instantanéité. Donc, la problématique, c'est qu'on va se couper aussi de cette population-là si on n'a pas un système d'information qui est adapté. Donc, le constat qu'on a fait, c'est vraiment que la crise sanitaire n'a fait que souligner cet effet-là, parce que des personnes qui sont désengagées avant le confinement, le risque du télétravail et du confinement, c'est vraiment de les désengager encore plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en exergue. Et heureusement, bien entendu, cet aspect-là et ce problème-là n'est pas incoercible. On a des solutions qui vont permettre de reconnecter les collaborateurs. Donc nous, on a fait le choix chez Ardis d'intégrer une plateforme qui s'appelle Workplace by Facebook. Donc c'est un réseau social d'entreprise qui permet de reconnecter les collaborateurs, qui permet en fait de leur donner une voix, quels qu'ils soient, en fait, qu'ils aient des adresses mail ou qu'ils n'en aient pas, qu'ils soient au siège ou qu'ils soient en situation de mobilité. Voilà. On assiste souvent à un paradoxe, justement, beaucoup de communication interne via de multiples supports, notamment à commencer par le mail, mais pourtant les salariés se plaignent très souvent de ne pas être informés ou de ne pas bien être informés. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? En fait, si on reprend l'histoire des 20 dernières années dans l'informatique,
effectivement, le mail, tout passait par le mail. Puis après, les entreprises, il y a eu la folie des intranets en disant on va maintenant mettre toute l'information au même endroit et le collaborateur va aller la chercher. Puis en fait, ils se sont rendus compte au bout d'un moment qu'ils ont investi, toutes les entreprises massivement, toute l'entreprise a un intranet où il y a l'info. Puis après, ils se sont dit mince, les collaborateurs ne vont pas la chercher. Mais il y a l'écueil, et c'est tout l'objet de ce sur quoi on croit, où il y a beaucoup d'informations. Et du coup, à la fin, quand on a des études, c'est trois quarts des employés se plaignent de ne pas avoir la bonne information. Et nous, le principe, c'est vraiment de dire, il y a une place à prendre pour juste partager de la bonne info, en disant cette info est essentielle. Le reste, c'est vous qui pouvez interagir avec l'info, créer des communautés, être force de proposition, c'est très bien. Ou alors, vous pouvez chercher de l'information sur l'intranet pour avoir certaines infos, mais l'info clé, il faut qu'elle arrive aux collaborateurs. Et c'est tout l'objet de ce sur quoi on croit et ce sur quoi on a investi. C'est dire, il faut cette info clé qui peut être les résultats trimestriels, qui peut être l'acquisition d'une entreprise. Souvent, les collaborateurs, ils se plaignent parce qu'ils disent « mince, cette info, je la sais d'abord par les journaux et puis après, je suis au courant par la suite ». Pour autant, on leur a partagé, mais dans le flux d'infos qu'on leur a partagé, finalement, ils ne l'ont pas vu passer. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle vague qui intéresse de nombreuses entreprises de revenir à quelque chose d'assez simple, sans forcément mobiliser toute l'énergie de l'entreprise, sans former les gens. Ça a des coûts quand même très importants. Les entreprises, aujourd'hui, elles ont vraiment dans une logique de sobriété numérique. Comment est-ce que je réduis le volume d'informations que j'amène aux collaborateurs ? Parce qu'à la fin, le collaborateur, il doit quand même bosser. C'est-à-dire qu'à un moment, il est noyé sous l'info, et de l'info pas forcément toujours utile. Et il y a ce côté zapping. Mais par contre, je pense qu'il faut continuer, parce que je rejoins Camille sur ce côté. Il faut qu'il puisse interagir, il faut qu'il puisse faire plein de choses. Il y a ce côté communauté qui va l'engager, ce sentiment d'appartenance. Mais pour autant, il ne faut pas perdre le fait qu'il ait quand même cette info clé et cette info importante de l'entreprise, qu'il puisse la lire et qu'on s'assure qu'il l'ait bien lu et bien perçu, parce qu'il y a trop d'exemples où le collaborateur il va se désengager parce qu'il n'a pas eu la bonne info et qu'il l'a appris par ailleurs. Et c'est un sentiment de dire « je ne suis qu'un pion ». L'entreprise ne m'a même pas communiqué cette info très importante un rachat d'entreprise. C'est des choses très classiques qu'on a vues dernièrement. Chez Ardis Group, vous avez souhaité justement réduire drastiquement ce réflexe du mail interne ? Oui, alors effectivement, en début d'année, donc avant toute cette crise, on s'est donné comme objectif 0 mail en interne. Donc c'est passé par le déploiement de Workplace et de Teams. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est arrivé à cet objectif. Maintenant, ça fait effectivement beaucoup d'informations. L'objectif, c'est de les gérer elles sont gérées avec les bons outils, donc les outils collaboratifs que je viens de citer. Le télétravail semble renforcer le management de proximité. Et à côté de ça, on s'est rendu compte, effectivement, en 2020, on a peut-être pris conscience de la valeur des salariés et qu'un salarié informé, c'est vraiment un salarié motivé et performant. En termes de communication interne, justement, il y a quelque chose à mettre en place à ce niveau-là ? Oui, nous, en fait, pas mal d'entreprises, lors du premier confinement, se sont rendu compte que les salariés n'étaient plus là, mais qui continuent à bosser. Donc ça a été ah tiens, mais en fait, finalement, ils sont assez motivés, je peux leur faire confiance. Par contre, j'ai quand même besoin d'avoir du feedback, comment ils vont, comment ils se sentent. Et souvent, ça passe par un management de proximité. Nous, ce qu'on a mis en place, en plus de la capacité à communiquer de l'information, c'est à récupérer du feedback des collaborateurs en mettant en place non pas un questionnaire de 60 questions une fois par an, mais en mettant des mini-questionnaires qui reviennent de manière régulière, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, sur 2 ou 3 questions qui vont permettre de récupérer du feedback des collaborateurs. Et ce qu'on observe, c'est que d'une part, les collaborateurs, ils sont fiers de leur entreprise, ils sont prêts à participer, à jouer le jeu. Et nous, on a eu des taux de participation des entreprises avec lesquelles on travaille qui sont de plus de 70%. Et donc, ça veut dire 7 collaborateurs sur 10 donnent du feedback, répondent, jouent le jeu. Et ça a été une surprise pour beaucoup d'entreprises qui étaient contre le télétravail et qui ont été obligées de s'adapter, qui se sont dit, mais mince, en fait, mes collaborateurs, je peux compter sur eux, je peux les responsabiliser, ils sont là. J'ai juste besoin, finalement, de bien diffuser l'information, de jouer le jeu avec eux en les responsabilisant, en récupérant du feedback et en mettant en place cette notion de micromanagement, en donnant des responsabilités aux managers
pour créer une certaine émulation avec les équipes. Donc, ouais, je dirais, moi, ça a été cette période particulière a été une source d'opportunité pour se rendre compte qu'il y a, que les collaborateurs, finalement, ils ont une vraie valeur et ils sont attachés à leur entreprise. Et ça a été une découverte pour plein de boîtes, quoi. Et c'est d'autant plus vrai justement dans ces périodes de crise qui sont des périodes à la fois troubles et source de stress pour les collaborateurs. Donc, qui plus est, encore plus nécessaire justement de prendre le pouls et d'assurer une communication de crise et transparente. Ouais. Pareil, quand on a récupéré les feedbacks, les entreprises nous ont remonté que les résultats étaient très bons. C'est-à-dire que les collaborateurs, même s'ils stressaient, même s'ils étaient potentiellement inquiets, les résultats étaient quand même plutôt très positifs par rapport aux sentiments qu'ils pouvaient en avoir. Donc, ce qui est intéressant quand même aussi avec des outils, c'est qu'un sentiment n'est pas forcément la réalité. Et c'est important d'avoir cette capacité de mesurer pour dire, OK, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que c'est bien, pas bien ? Et je peux mesurer dans le temps l'évolution de ce feedback. Et du coup, souvent, la perception, elle a été revue à la hausse par rapport au retour des collaborateurs. Et donc, c'est quand même clé de pouvoir mesurer. Et voilà, donc les outils servent non pas à changer les choses, parce qu'un outil n'est qu'un outil, mais à aider l'entreprise à aussi pouvoir prendre les bonnes décisions et à simplifier certaines choses. Justement, les outils de collaboration à distance se sont avérés indispensables durant le confinement et permettent justement d'installer le télétravail sur le long terme. Vous, que ce soit au sein d'Ardis ou pour vos clients, vous avez justement mis en place certains outils comme ça pour permettre aux salariés de travailler de manière collaborative ? Oui, bien sûr. Pendant le premier confinement, on a eu beaucoup de clients qui se sont tournés vers nous pour nous demander de mettre en place Workplace un peu en situation d'urgence. Et on a déployé Workplace pendant le confinement, donc à distance, chez plusieurs clients. Leur besoin, c'était déjà de garder le lien social et le lien humain entre les collaborateurs et également de pouvoir s'adapter et de mettre en place toute la réactivité dont on avait besoin pour faire face à cette crise, parce que le contexte était vraiment sans précédent et complètement inédit. Donc, par exemple, on a déployé Workplace en seulement 3 semaines chez Boulanger, donc auprès de leurs 14 000 collaborateurs. Et donc, ça leur a été très bénéfique puisque grâce à Workplace, ils ont pu s'adapter et mettre en place, par exemple, le drive sans contact. Workplace, ça leur a permis de communiquer sur les bonnes pratiques, de faire des formations à distance, des tutos, des vidéos live. Et ces personnes qui n'étaient pas sur leur lieu de travail, on n'aurait jamais pu les connecter et faire ces formations à distance sans cet outil. Un autre exemple, c'est celui de Cultura, qu'on a déployé également pendant le premier confinement en 3 semaines, également auprès des 4000 collaborateurs. Et eux, les bonnes pratiques et les success stories qu'ils ont mis en place, c'est des séances d'idéation, en fait, pour faire émerger des idées auprès de leurs collaborateurs terrain. Et ils ont, par exemple, identifié un besoin qui était celui du click and collect. Et ils ont réussi à le mettre en place grâce à Workplace en très peu de temps, en utilisant tous les outils qu'ils avaient à disposition, donc les sondages, les vidéos live, les possibilités de créer des groupes, de faire des réunions, des workshops et des workplace vidéo. Voilà. Donc effectivement, on a eu pas mal de demandes et nous-mêmes en interne, on a utilisé Workplace et Teams, puisqu'on est également, on accompagne également nos clients sur la solution Microsoft Office 365 et on utilise les deux solutions qui sont complémentaires, qui ont chacune leur cas d'usage et qui trouvent chacune leur utilité, mais qui s'utilisent très bien ensemble. On a donc justement constaté que les entreprises avaient vraiment eu une prise de conscience de la nécessité de communiquer auprès de leurs collaborateurs. Est-ce que justement maintenant elles vont être davantage prêtes à mettre un budget supplémentaire pour la communication interne, en comparaison de leur communication externe ?
Alors effectivement, on a constaté souvent que la com interne, c'est un peu le parent pauvre. C'est-à-dire que y a beaucoup de budget pour la com externe et très peu pour la com interne, alors que c'est vrai que les coûts, finalement, les coûts liés à un désengagement qui peuvent se traduire par de l'absentéisme, du présentéisme ou du turnover, c'est des coûts indirects, mais qui peuvent être très importants pour une entreprise. Mais souvent, ils ne sont pas mesurés. Donc, comme ce n'est pas mesuré, c'est finalement des choses qui ne sont pas tangibles pour l'entreprise. Nous, la crise, on pensait que les premiers budgets qui allaient être coupés, c'est la com. On s'est dit, mince, on va passer un hiver un peu compliqué. Et au final, mais je pense que c'est à peu près la même chose pour Hardis, on a beaucoup de demandes. Et donc, on sent qu'il y a une vraie prise de conscience. Et du coup, nous, ce qui arrive, c'est au fait, j'arrive pas à toucher mes collaborateurs. Comment est-ce que je peux les toucher? Aidez-moi. Et c'est un peu la problématique que rencontre Hardis. Et donc, nous, je dirais, il y a, dans toute crise, il y a des opportunités à saisir. Malheureusement, heureusement, c'est comme ça. Et du coup, on sent qu'effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont pris conscience, pas toutes, mais il y a un certain nombre d'entreprises qui ont pris conscience. Après, ce qui se passe quand même, c'est que la crise laisse des traces. Donc souvent, les budgets sont moindres, mais ils sont aujourd'hui prêts à investir. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Et la première partie de la table ronde sur cette notion d'évangélisation, d'entreprises libérées, de choses comme ça, les entreprises, ils viennent petit à petit. Il y en a un certain nombre qui sont encore loin, mais elles y viennent. Et c'est important de continuer à faire des tables rondes, sensibiliser, de dire qu'il y a des choses qui existent. Et nous, on est convaincus que c'est un modèle, c'est une lame de fond qui arrive. Et en tout cas, ça s'est accéléré avec cette crise où finalement les collaborateurs sont chez eux. Ils se sont dit, tiens, comment on leur parle, comment on les engage, comment on continue à travailler avec eux. Donc oui, je pense que les budgets, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'ils bougent et ils augmentent. Ouais. Pour rebondir sur ce que dit Thomas, c'est clair que c'est difficile en cette période de crise de dégager un budget pour de la communication. C'est difficile de justifier quand on est une société qui pratique l'activité partielle, donc qui a des personnes qui sont au chômage, de leur dire on déploie en parallèle cet outil Workplace, mais finalement c'est assez légitime puisque c'est vraiment le moyen de rester connecté, même quand on est en activité partielle, de rester connecté avec ses collaborateurs. Et il faut le voir comme un levier de RSE et comme un cadeau qu'on fait aux collaborateurs aussi, parce que mettre en place un outil comme un réseau social d'entreprise, c'est quelque chose qui est plutôt plaisant et qui fait que de travailler dans cette entreprise, c'est agréable et qui fait qu'on va être plus Great Place to Work. Donc c'est des budgets qui sont effectivement nécessaires. Ces nouveaux outils, justement, peuvent faire peur à certaines entreprises pour le côté sécurité, justement, avec cette notion de télétravail où les gens amènent leur poste de travail chez eux. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en la matière pour tout ce qui est la mise en place de ces outils de collaboration à distance Alors, non, ouais. Vas-y. Effectivement, qui dit travail à distance, ça soulève des inquiétudes en termes de sécurité. Je pense qu'on a tous en tête cette vidéo d'un journaliste néerlandais qui fait une apparition dans la réunion de l'UE et qui n'a pas du tout, qui n'a rien à faire là. Mais alors, la première chose, c'est que les outils qu'on met en place sont déjà sécurisés de base. Donc, c'est le provider qui fournit cette sécurité. Et la sécurité, c'est avant tout également une histoire de bonne pratique, une question de bonne pratique, puisque si on regarde ce qui s'est passé pour ce journaliste, c'est pas une faille de sécurité, c'est qu'il allait voir, il a trouvé une photo sur Twitter où il y avait le login et le mot de passe de l'une des participantes. Donc, c'est avant tout une histoire de bonne pratique et de conduite du changement. Comment on va venir se servir de ces outils et quels sont les... Et en fait, il faut responsabiliser les collaborateurs. C'est vraiment une question de responsabilisation des collaborateurs. Et le défi du déploiement de solutions collaboratives
notamment de Workplace. Je vais parler de Workplace parce que c'est quelque chose que je connais bien. C'est pas un projet informatique. Il faut pas le voir comme un projet informatique. Il faut le voir comme un projet de communication, un projet de conduite du changement. Et le vrai challenge, le vrai défi, ça va plutôt être comment je mets en place, je fais en sorte que l'outil que je déploie soit adopté par mes collaborateurs, que quand ils s'y connectent une fois, ils aient envie de se reconnecter le lendemain et de partager du contenu le surlendemain. Et également qu'ils respectent le réseau social et l'outil et l'utilisation de ce réseau social. Donc en gros, que c'est un réseau social professionnel, c'est pas Facebook, donc ils comprennent que on ne poste pas une photo de chaton ou une photo de son petit déjeuner sur un réseau social d'entreprise. Et nous, on va accompagner nos clients en fait à mettre en place ces bonnes pratiques et à faire en sorte que le réseau social soit utilisé correctement. Ouais, je suis complètement d'accord sur. Je pense sur le télétravail, effectivement, oblige à mettre en place des leviers ou des règles de sécurité plus importantes. Mais la clé, c'est pas l'informatique, c'est les collaborateurs. Comment on va leur expliquer qu'il y a certaines règles, mais souvent après, les VPN, toutes les sécurités informatiques sont là, et donc souvent ça peut être des failles. Les difficultés arrivent de la part des utilisateurs. Donc je dirais, nous, je pense que le vrai challenge, il n'est pas sur sensibiliser pour dire faites attention à la manière dont vous allez utiliser les outils chez vous, parce que je pense qu'ils soient au bureau ou chez eux, les règles sont les mêmes. Non, moi je pense que je rejoins complètement. La clé, ça réside dans attention à la manière de trouver un mode de fonctionnement maison, travail, et que vous pouvez travailler à la maison, etc. Et donc c'est comprendre, détecter, les accompagner et surtout détecter là où il y a des enjeux de perte de sociabilisation, des choses comme ça. Donc je pense que c'est plus vraiment un accompagnement au changement, accompagner les collaborateurs, plus qu'un vrai sujet lié aux outils ou à la sécurité des outils et du système d'information. Dernière question pour clôturer un peu nos échanges et les résumer. Le télétravail, sans être accompagné et encadré par tous ces outils qu'on vient d'évoquer, pour vous, n'est pas viable et peut remettre en question la cohésion et la performance d'une entreprise ? Ça, moi, j'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'un collaborateur qui ne lit pas l'information, un collaborateur qui ne peut pas donner son feedback et qui a l'impression juste d'être un matricule, qui a une baisse d'engagement, et souvent, le problème, c'est que ce n'est pas les meilleurs c'est pas les moins bons qui partent, mais c'est les meilleurs. Et le turnover, et donc, je pense aussi l'image de marque de l'entreprise, quand il y a des outils dynamiques, une entreprise qui bouge, qui met en place des choses. Un collaborateur, il va être drivé par cette énergie qui part d'arriver de nouveaux outils. Nous, on a mis en place quelque chose qui est tellement simple que ça en devient génial, c'est la signature homogène pour l'ensemble des collaborateurs. Quand vous envoyez un mail, vous avez une signature et vous pouvez rajouter des bannières sur la signature. Nous, toutes les entreprises disent c'est une peine, mais bon, c'est une problématique. Le nombre de fois où quand on démarre un pilote et quand les collaborateurs disent mais pourquoi lui, il a une jolie signature et pas moi ? Quand on démarre un pilote, dans 100% des cas, on déploie ensuite toute l'entreprise parce que finalement, c'est un enjeu majeur et que les collaborateurs, ils sont contents. Donc, on veut avoir des collaborateurs qui sont contents. Et donc, ces outils sont indispensables pour engager et continuer à séduire les collaborateurs parce que ça reste, avec cette nouvelle génération, entre guillemets, ça reste des collaborateurs qui vont plus passer 40 ans dans la même boîte, mais qui vont faire 10, 15, 20 entreprises et qui vont rester 2-3 ans. Donc, il faut séduire ces collaborateurs. Et séduire, c'est une entreprise en mouvement qui investit, qui continue à se doter de nouveaux outils, qui propose des formats innovants. Et du coup, le collaborateur dit « Ouais, je suis dans une boîte tip-top, innovante. » Et donc, en termes de marque employeur, c'est une des clés. Vous partagez aussi ? Oui, je suis complètement alignée. C'est vraiment une question de télétravail. C'est vraiment une question de responsabilisation des collaborateurs et il faut absolument qu'ils se sentent engagés et qu'ils se sentent impliqués dans leur entreprise pour être responsables. Donc les outils sont forcément un moyen de responsabiliser les collaborateurs et de les engager et de les faire se sentir appartenir à cette structure. Donc je suis totalement alignée, ouais.
Merci à tous les deux. Cette crise aura sans doute entraîné la transformation managériale et organisationnelle la plus brutale de ces dernières décennies. Elle a refoulé certaines résistances et certains totems qui étaient jugés jusqu'ici indéboulonnables. Voilà, merci à nos 5 intervenants du jour, Mare Nostrum, Mutualia, Ardis Group, Comongo et We Advocacy. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine table ronde qui, elle, sera consacrée à la façon de valoriser l'impact de l'activité humaine. Merci.